Voici l'une des plus grandes voitures nord-américaines de tous les temps. Son esthétique est à couper le souffle. 80 ans après sa construction, elle talonne la plupart des voitures modernes. Pendant la Grande Dépression, c'était tout un défi de fabriquer des voitures de luxe. Justement, celle-ci doit son statut d'automobile de collection la plus convoitée au monde à ce contexte économique difficile. Enfin, l'une des voitures les plus novatrices de son époque. Nous allons voir ce qui se produit lorsqu'on donne carte blanche aux plus grands concepteurs et aux plus grands ingénieurs de l'industrie. Une conception d'avant-garde et une technologie de pointe ne sont pas nécessairement un gage de réussite pour les beautés d'acier. L'industrie automobile nord-américaine existait depuis moins de 20 ans lorsque la Duesenberg Model J 1932 a été fabriquée. La carrosserie de cette torpedo convertible coupée Murphy est un saut évolutif énorme par rapport à la Ford Model T. Comme si on passait directement de l'époque des dinosaures à la soirée des Oscars. Cette voiture est magnifique, perfectionnée et hors de prix. À son lancement en 1928, la Model J valait l'équivalent de 30 voitures Ford neuves. Mais pourquoi y mettre ce prix? Pour posséder la voiture la plus puissante et évoluer sur le plan technique de l'industrie. Elle comprend un moteur de 265 chevaux vapeur, des freins hydrauliques réglables selon les conditions routières et un châssis autolubrifiant. Plusieurs mythes entourent les voitures anciennes. Par exemple, on dit que l'entreprise Stanley Steamer donnait une voiture à ceux qui roulaient plein gaz pendant une minute, ou encore que les Duesenberg atteignaient 145 km/h en deuxième vitesse. La seule chose est que ce deuxième exemple n'est pas un mythe. On qualifie parfois la Duesenberg Model J de plus grande voiture nord-américaine de tous les temps. Elle a été conçue par un jeune homme de 21 ans au talent remarquable, Franklin Hershey. Plus tard, il deviendra célèbre pour sa conception de la Ford Thunderbird. Il avait 80 ans lorsque je l'ai emmené faire un tour dans cette voiture. Il la regardait en s'exclamant devant la beauté du capot. Avec raison. Rapidement, la Duesenberg représente le summum en matière de vitesse, de performance et d'opulence. Elle est vite devenue un symbole de prestige très répandu auprès des gens riches et célèbres, qu'ils soient des gangsters ou des icônes d'Hollywood. Rouler en Duesenberg était preuve d'une grande réussite. Elle était conçue pour la haute société. On peut y ranger ses bâtons de golf. Elle a attiré toutes sortes d'acheteurs dignes de mention. Celle-ci a connu son lot de propriétaires distingués. Le premier est Cliff Durant, le fils du fondateur de la General Motors et pilote automobile. On lui a livré cette voiture en 1932. Il l'a gardée pendant quelques mois, avant de la vendre à Jean-Paul Getty, un des hommes les plus riches du monde. Getty l'a conservée jusqu'en 1940, puis il l'a vendue pour s'offrir une Mercury. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. La Duesenberg Model J ne se contente que d'être magnifique. Elle est conçue pour se vendre. À son lancement, à l'automne 1928, l'entreprise prévoyait fabriquer 500 exemplaires de la Model J, les vendre et passer au modèle suivant. Au départ, tout semblait se passer comme prévu. La Model J renferme un moteur inspiré des voitures de course, le chef-d'œuvre de Fred Duesenberg. Un moteur à 32 soupapes, double arbre à cam et 265 chevaux vapeur. C'est une pure merveille d'ingénierie. Pour Duesenberg, ce n'était pas suffisant. Il a mis au point le moteur suralimenté, qu'il a placé dans un prototype conçu pour la course. D'une puissance de 400 chevaux vapeur, il a établi des records jamais battus pendant 30 ans.
Ce modèle a roulé pendant 24 heures à une vitesse moyenne de 217 km/h à la piste de Bonneville. À un certain point, il a même atteint les 246 km/h. Essayez ça avec une Ford T. La Model J est pourvue de 4 freins hydrauliques réglables selon les conditions routières et un châssis autolubrifiant dont le système s'actionne en roulant. Le tableau de bord comprend un témoin lumineux indiquant de vérifier la batterie et le niveau de l'eau et l'huile. C'était ce qu'il y avait de mieux comme voiture. Parfois, l'excellence ne suffit pas. Le constructeur Auburn a effectivement produit et vendu près de 500 Duesenberg Model J, mais il lui aura fallu 8 ans pour le faire. Entre 1928 et 1937, seulement 481 exemplaires ont trouvé preneur. Cette automobile était trop luxueuse et trop chère pour l'époque. Elle coûtait 15 000 $ en 1932, au plus fort de la Grande Dépression, c'est-à-dire l'équivalent du prix de 4 maisons. La Duesenberg est dotée d'un moteur 8 cylindres particulièrement puissant et d'un châssis très élégant. De plus, la carrosserie est assemblée sur mesure par un carrossier chevronné, selon les préférences de l'acheteur. Cet exemplaire comprend l'arrière arrondi en forme d'os de sèche, un classique réalisé par la Walter M. Murphy Company. Une de ses caractéristiques exceptionnelles est sa carrosserie. On l'appelle la Torpedo Convertible Coupé, une voiture de sport avec siège escamotable pour un passager. La Duesenberg suscitait l'engouement des Nord-Américains, à tel point que Gordon Buick, concepteur légendaire de la Auburn 851, voulait lui aussi y être associé. Elle comprend le bouchon de radiateur optionnel de Duesenberg. Il fallait débourser 25 $ pour obtenir cet accessoire conçu par Gordon Buick. Il était très populaire auprès des clients qui voulaient mettre leur voiture en valeur. Elle est dotée du pare-choc et des phares typiques des modèles J. Ces volets de radiateur sont commandés par un thermostat. Ils s'ouvrent selon la température du moteur. Lorsqu'il est froid, les volets sont fermés. Une des spécificités de cet exemplaire, ce sont les tuyaux extérieurs. Il n'y en avait pas à l'origine. Ils étaient conçus pour répondre aux besoins de la version suralimentée de la Model J. Comme les gens aimaient le style que ça lui conférait, ils les faisaient ajouter. Regardez le dessus en aluminium poli. La carrosserie est entièrement constituée d'aluminium, comme plusieurs voitures faites sur mesure. Sa particularité ici est l'aluminium brut poli. Une autre caractéristique de la Model J, ce sont les poignées au-dessus des marchepieds. Elles indiquent des espaces de rangement. D'un côté, on accède à la batterie et de l'autre, à des outils comme le démonte-roue. Si la splendeur et la performance étaient une banalité pour certains clients, les options à la fine pointe de la technologie venaient combler même le plus capricieux d'entre eux. Il y a un tableau de bord entièrement équipé, un témoin lumineux avertissant de changer l'huile, un autre indiquant que le système de lubrification s'est actionné, une manette qui permet d'ajuster la puissance de freinage selon les conditions de la chaussée, de sèche à glacée. Ampèremètre, tachymètre, indicateur des niveaux d'huile et d'essence, la jauge de freinage et l'indicateur de vitesse. Une autre singularité de la Model J, c'est l'altimètre. On peut donc régler les bougies d'allumage et le mélange air-carburant en fonction de l'altitude. Il y a aussi un indicateur de température et la possibilité d'avoir un allume-cigare. Des témoins lumineux avertissant de vérifier l'état de la batterie, le niveau d'eau et le réservoir de lubrifiant. Il y a même un chronomètre pour mesurer ses performances. De nos jours, les Duesenberg comptent parmi les voitures anciennes de collection les plus prisées au monde.
les automobiles en bon état se vendent systématiquement à plus d'1 million de dollars. Une preuve éclatante de l'attrait qu'exerce toujours cette élégante voiture. Pour dire les choses simplement, la Duesenberg était une sacrée voiture. Synonyme d'opulence, elle était pourtant vouée à l'échec, car conçue pendant la Grande Dépression. Posséder un tel véhicule était un rêve inaccessible pour presque tous les Nord-Américains. Mais la Auburn Automobile Company n'avait pas dit son dernier mot. Malgré les mauvais résultats de la Model J, l'entreprise avait une autre grande voiture à construire. La caractéristique la plus remarquable de cette automobile est sans doute l'aspect voluptueux de la carrosserie. Surtout l'avant, avec toutes ses courbes gracieuses. C'est de toute beauté. Voici celle que l'on considère comme étant l'une des plus belles voitures jamais construites. Voici une Auburn 851 de 1935. Une voiture difficile à conduire. Dans les années 1930, le conducteur utilisait ses deux mains pour démarrer sa voiture. Il devait actionner le carburateur et l'étrangleur. Pour faciliter les manœuvres de ses clients, Auburn a créé le Startex, un dispositif de démarrage automatique. Lorsqu'on place le levier à la position Startex, la voiture démarre. Si le moteur cale, à une intersection par exemple, je vais faire caler le moteur pour vous montrer, il repart automatiquement. J'ai appuyé sur la pédale sans actionner l'interrupteur d'allumage. Pour garder cette Auburn sur la bonne voie, il ne suffit pas de conserver les deux mains sur le volant. Il faut aussi tenir compte du pont. La Auburn Deluxe est pourvue d'un pont à 2 vitesses, qu'on règle à l'aide d'un levier placé au centre de la colonne de direction, ce qui permet d'aller à basse vitesse pour rouler en ville et un rapport à haute vitesse pour emprunter les routes de campagne. Le tableau de bord de cette voiture comprend un tachymètre. Grâce à cet appareil, le conducteur est toujours informé de la vitesse de rotation du moteur, qu'il ait sélectionné le rapport de vitesse élevé ou le rapport de vitesse bas. Les Auburn ont été conçus sans dégivreur. Celle-ci comprend un ventilateur de dégivrage fixé à la colonne de direction. Le ventilateur ainsi que les feux clignotants ont été ajoutés après l'achat du véhicule. Cette automobile illustre parfaitement le style des voitures de l'époque, avec ses garde-boue d'une grande élégance, son capot long et sa belle calandre. Avec ce qu'elle a sous le capot, elle peut rivaliser avec les plus performantes des voitures modernes. La Auburn 851 marque l'apogée de l'ingénierie et de la conception de la Auburn Automobile Company. Elle est dotée d'un puissant moteur 8 cylindres et d'un pont à 2 vitesses. Elle peut donc emprunter les autoroutes modernes et suivre la circulation. Cette voiture est l'œuvre du concepteur automobile Gordon Burig. Ce jeune prodige avait à peine 30 ans lorsqu'il l'a dessinée. Dans l'industrie, le génie créatif de Burig est légendaire. Son travail a même été salué par le Museum of Modern Art de New York. L'allure distinctive de cette automobile témoigne de son immense talent. La caractéristique la plus remarquable de cette automobile est sans doute l'aspect voluptueux de la carrosserie. Surtout l'avant, avec toutes ses courbes gracieuses. C'est de toute beauté. Bien que cette voiture toute spéciale ait sa place au musée, elle n'est pas conservée sous cloche. Elle roule toujours sa bosse. On la présente lors de défilés, on fait aussi le tour des écoles, on l'utilise dans le cadre d'événements variés. Cette voiture est faite pour rouler. Elle a donc connu son lot d'accidents au fil des années. Elle a quelques égratignures ici et là, mais on a décidé de les conserver telles quelles. Puisqu'on a conservé la carrosserie originale,
On a fait la même chose pour l'habitacle. Remarquez la porte inversée, courante dans les années 1930. C'est surtout la vitre qui est intéressante. Lorsqu'on tourne la manivelle, regardez, la partie avant et la partie arrière de la vitre descendent. Lorsqu'on pousse le levier, voilà, et qu'on tourne la manivelle, seule la partie avant descend. Une bonne méthode de climatisation pour ces années. Et pour laisser entrer plus d'air, on peut ouvrir la bouche d'aération sur le capot. C'est excellent pour rafraîchir l'habitacle. Pour toute opération délicate, l'essentiel, c'est de choisir le bon moment. Malgré son esthétique irréprochable et son prix raisonnable, la Auburn 851 est passée inaperçue à cause de la Grande Dépression. Les ventes de cette voiture ont été extrêmement décevantes et l'échec de la 851 a entraîné la chute de la Auburn Automobile Company. La production des voitures de marque Auburn s'est interrompue en 1936. L'entreprise ne disposait plus des fonds nécessaires pour mettre en œuvre des nouvelles carrosseries, ni pour moderniser les composantes mécaniques. Par exemple, la Auburn comprenait toujours un essieu rigide à l'avant, tandis que les autres constructeurs automobiles proposaient une suspension indépendante. La Auburn Automobile Company a donc fait équipe avec d'autres entreprises. Elles ont rassemblé leurs main-d'œuvre, leurs équipements de production, ainsi que leurs équipes d'ingénieurs et de concepteurs. Et elles se sont concentrées sur l'élaboration d'un nouveau modèle de Cord dans l'espoir d'éviter la faillite. Les fondateurs ont changé de direction dès 1935 et ils ont ainsi consacré tous leurs efforts au développement de cette nouvelle Cord. Ils ont tout simplement abandonné la Auburn après 1936. En fait, ils l'ont pratiquement tuée dans l'œuf, si je peux dire. Sur la table à dessin et sur roue, cette voiture visait dans le mille. Mais elle n'a pas su résister à la Grande Dépression. Ironie du sort, les circonstances entourant l'échec de la Auburn 851 sont à l'origine de l'attrait qu'elle exerce. La Auburn 851 a été fabriquée en très petite quantité. Il s'agit d'une des voitures de collection les plus convoitées au monde. Parfois, les propriétaires et leurs voitures sont faits pour être ensemble, avant même leur première rencontre. J'ai découvert les Fraser en 1971. Je me rappelle qu'en ouvrant le magazine Automobile Quarterly, j'ai vu une photographie de cette Fraser Manhattan 1947. Et je me suis promis qu'un de ces jours, j'en aurai une. Je l'ai dénichée dans une grange à Bolton, en Ontario, en 2005. Lorsque j'ai subi une opération en raison d'un cancer, j'ai décidé de me gâter. Je me suis donc offert une Fraser et je l'ai restaurée. La voici. La Fraser Manhattan découle de l'association de deux Américains, Joe Fraser, un concessionnaire Chrysler, et Henry J. Kaiser, un chef d'entreprise qui voulait fabriquer la prochaine grande voiture. La Fraser 1947 est leur première création. Il s'agit de la toute première voiture entièrement conçue après la Seconde Guerre mondiale. Une œuvre de Howard Dodge Darren. Cette voiture d'après-guerre présente une conception particulièrement novatrice. En effet, sa carrosserie est de type ponton. Auparavant, les garde-boue avant et arrière étaient construits séparément et on les fixait au reste de la carrosserie avec des tiges de métal. C'est donc la première carrosserie avec garde-boue intégrée de l'histoire de l'automobile. La Fraser a aussi introduit la couleur sur le marché automobile nord-américain. La carrosserie de la plupart des automobiles construites au cours des années 1930 et 1940 était noire ou grise. Le revêtement intérieur était en mohair, brun ou gris, et dans les voitures de luxe, on utilisait du cuir noir. Le concepteur de la Kaiser Fraser Corporation, Carlton B. Spencer, avait un don exceptionnel pour la couleur.
Il a travaillé en collaboration avec les rédacteurs en chef d'un magazine féminin pour choisir les couleurs de ses voitures. Non seulement il colorait la carrosserie, mais il choisissait des teintes différentes pour l'habitacle. Il a élaboré une belle palette de couleurs auxquelles il a donné des noms originaux. Par exemple, ma voiture est rouge, bordeaux et peau de daim. Une légende circule au sujet de Carlton B. Spencer et qui raconte qu'un jour, en regardant la chaîne de montage, il aurait proposé une voiture rose et vert au patron, lequel lui aurait répondu qu'il n'en était pas question, qu'il pouvait avoir toutes les couleurs qu'il désirait, sauf celle-là. J'ai dû complètement refaire la peinture. Cela dit, toutes les pièces d'origine étaient en place, sans exception. L'habitacle avait été sérieusement endommagé par les souris, mais il ne manquait rien. On a donc refait l'intérieur à partir des accessoires d'origine. Cette voiture n'avait que 53 000 km au compteur. Cette voiture est une rareté pour différentes raisons. Entre autres parce qu'il s'agit d'une Fraser Manhattan 1947 et qu'elle a été expressément fabriquée pour l'exportation vers le Canada. L'idée derrière la Fraser est de construire une voiture légère et sécuritaire. En 1947, l'entreprise en a fabriqué 35 000 exemplaires. Aujourd'hui, il en reste moins de 200. Ça peut paraître étrange qu'il y en ait si peu de nos jours, mais l'entreprise a mis fin à ses activités dans les années 1950. À l'époque, si un propriétaire de Fraser voulait changer de voiture pour une Ford, le concessionnaire Ford ne lui donnait presque rien pour sa Fraser, et il l'envoyait à la fourrière. Voilà pourquoi elles sont rares. La Manhattan est dotée d'un moteur 6 cylindres qui développe 118 chevaux vapeur, ce qui était bien pour l'époque. Cependant, en raison du moteur V8 lancé par la General Motors, les acheteurs recherchent la puissance et non la subtilité. Cette voiture a un moteur 6 cylindres en ligne de 3,7 litres de marque Continental. C'est le premier moteur de la Fraser, mais aussi le dernier utilisé en 1955, bien que l'entreprise travaillait sur son propre moteur V8. En 1951, personne ne voulait de voiture abordable. On voulait de la puissance, des moteurs V8. Ces 6 cylindres en ligne n'ont donc pas eu de succès, et l'entreprise a dû interrompre le développement de son V8. Plus tard, lorsque ses ingénieurs travaillaient pour l'American Motors Corporation, ils ont terminé ce moteur V8 qui a toujours eu bonne réputation. La Kaiser Fraser Corporation produisait des voitures de qualité, mais l'entreprise a manqué de liquidité et ses dirigeants ont pris de mauvaises décisions. Avec sa carrosserie simple, son capot bombé et son arrière élégant, la Fraser Manhattan a révolutionné la conception et la construction des automobiles. Mais dès 1955, elle est victime de la mode. Un sort parfois réservé aux beautés d'acier.